parler un peu de travaux de thèse. Donc les mots-clés, c'est détection du stress, signaux physiologiques. Et nous, on a utilisé une approche boîte blanche, donc pas du tout type réseau de neurones ou deep learning. Donc notre objectif, c'était de détecter des épisodes de stress aigu dans la vie quotidienne des gens. Alors, ceux d'entre vous qui se demandent pourquoi, l'objectif, c'est d'arriver à une mesure de la qualité de vie des personnes, et notamment de prévenir le stress chronique. C'est la forme longue et pathologique du stress qui amène à beaucoup de maladies. Comment? Eh ben, la réponse était dans le titre. Le stress a des corrélats physiologiques. Ces corrélats, on les connaît et on peut les mesurer de manière non invasive. Avant d'aller plus loin, il faut quand même bien définir le stress. Donc, une bonne définition que j'ai trouvée, elle a été donnée par Lazarus et Folkman, qu'ils définissent comme une relation entre une personne et son environnement lorsque les ressources de la personne sont sollicitées ou dépassées. Alors, schématiquement, le stress, il naît lorsqu'on a un déséquilibre entre... Ah, il y avait une balance là. Entre les ressources de la personne et les demandes de l'environnement. Notre problème, c'est qu'en partant de ces corrélats physiologiques, on n'a pas de modèle standard qui permet d'aboutir à un niveau de stress ou même à détecter l'état de stress. Alors, ces corrélats, quels sont-ils? Prenons un stresseur courant, un stresseur de vie courante, par exemple une présentation devant un parterre de spécialistes. Il va y avoir un traitement cérébral du stresseur. Le traitement cérébral, il va donc se traduire au niveau conscient par de l'émotion, avec une certaine intensité, une certaine valence. Et au niveau somatique, au niveau du système nerveux somatique, il va augmenter la tension musculaire. On va aussi beaucoup influer sur le système nerveux autonome, c'est ce qui m'intéresse, à travers la respiration, la transpiration, activité pseudomotrice, le système vasculaire et l'activité cardiaque. Après, les systèmes nerveux, c'est la réponse hormonale qui se met en place et qui vient soutenir la réponse cardiaque et vasculaire au stress. Alors, dans le cadre de cette thèse, on s'est surtout intéressé donc à la respiration, pseudomotrice, activité cardiaque, régulation un petit peu inconsciente du corps par le stress et qui permet des mesures non invasives facilement exploitables. Comment on conçoit un détecteur de stress? Alors, je ne vais pas faire toute la théorie du machine learning, juste quelques petits rappels. Ceux qui en ont déjà fait savent. Notre objectif, c'est de tracer une frontière entre deux classes. Donc, la classe stress et la classe pas de stress, non stress. Pour ça, on va s'aider d'une vérité de terrain et de données. Donc, nos données, ça va être des signaux, des caractéristiques issues de nos trois signaux physiologiques, rythme cardiaque, respiration et activité électrodermale. On va soumettre toutes ces données à un algorithme d'apprentissage dont l'objectif est d'obtenir une sortie unique de type stress ou non stress. Des algorithmes d'apprentissage, on a plein. Moi, je distingue ici notamment les modèles type boîte noire, des modèles type boîte blanche. Les modèles type boîte noire aboutissant à une frontière généralement très ajustée aux données, très efficace pour classifier, mais on ne peut pas du tout interpréter les paramètres de ce genre de modèle. On ne peut pas trop savoir ce qui se passe à l'intérieur. Modèle type boîte blanche, en général, on est beaucoup moins ajusté, mais on sait très bien interpréter le modèle. Ici, une ligne droite entre deux classes. Une fois qu'on a appris donc l'apprentissage, il ne sert à rien sans validation. La validation de l'algorithme, c'est ce qui va nous permettre de mesurer ses performances. Donc, pour mesurer ses performances, quand on n'a pas beaucoup de données, notamment en psychologie, on va utiliser des bases de validation. Donc, on va découper notre ensemble de données en une base d'apprentissage, une base de validation, et on fait tourner la base de validation successivement à l'intérieur de notre base de données, et on découpe ainsi plusieurs fois notre base d'apprentissage. On arrive à une mesure de performance qui est tout simplement ce qu'on appelle accuracy, le pourcent d'exemples bien classés parmi les catégories stress et non stress. OK. Dans le cas du stress, l'important, ce n'est pas tant l'algorithme qu'on va utiliser, on verra tout à l'heure, c'est surtout comment on prend en compte les facteurs confondants. Comme disait Martial, garbage in, garbage out. Si on ne prend pas en compte les facteurs confondants, on va détecter n'importe quoi en même temps que le stress. Donc le facteur confondant, c'est ce qui empêche de faire un lien direct entre une variation du niveau de stress et une variation de nos caractéristiques. Les facteurs à observer, ce qui m'intéressera notamment dans ma thèse, c'est l'effet de l'activité. L'activité mentale non stressante a les mêmes corrélats physiologiques que le stress, ou en tout cas des corrélats très similaires. Il va falloir pouvoir distinguer les deux.
Pour la prendre en compte, il faut faire attention à nos conditions de non-stress. Il faudra en prendre des conditions de non-stress sans activité et des conditions de non-stress avec activité mentale et motrice. On va aussi s'intéresser à l'effet de la tâche. Différents stresseurs sont susceptibles de provoquer des réactions physiologiques différentes. Il faut faire attention à inclure de la diversité dans nos tâches, dans nos stresseurs. Et différents sujets pourront éventuellement aussi réagir différemment d'un point de vue physiologique. Il faut donc inclure aussi la diversité dans les sujets. Et ce qui va nous permettre de contrôler au niveau de l'apprentissage ces facteurs confondants, effet de la tâche et effet du sujet, ça va être le protocole de validation croisée, par exemple, essayer de valider sur un sujet totalement inconnu ce qui a été appris sur les autres sujets. Ok, donc parlons un peu de notre base de données expérimentale. Là, c'est une version un peu simplifiée, un petit peu écrémée. On a deux tâches, donc le Trial Social Stress Test, c'est un entretien d'embauche simulé de 5 minutes, et une tâche arithmétique de 5 minutes. Qui ont été effectuées sur 2 sessions différentes. Donc il y a une session stress avec une tâche de baseline classique au début, puis les 2 tâches, entretien d'embauche et tâche arithmétique, l'une à la suite de l'autre. Et une session contrôle qui va reprendre la même structure, sauf qu'on va remplacer nos 2 tâches stressantes par une version non stressante, qui vont toutes les deux mettre en action l'activité de parole et un tout petit peu de calcul mental. On reviendra dessus s'il y a des questions. On a 4 conditions par tâche, donc une condition stress, une condition contrôle, une condition repos avant stress et une condition repos avant contrôle. Ces 4 conditions, on les a pour 20 participants, sur lesquels on a enregistré 3 mesures physiologiques différentes. Donc je répète, rythme cardiaque, activité respiratoire et activité électrodermale. Et de ces 3 mesures, on a extrait 32 caractéristiques, calculées sur des intervalles de 60 secondes. Sachant qu'on a 5 minutes de tâche à chaque fois, on conserve la valeur médiane par condition. On a donc une valeur par condition, par tâche, par sujet. Pour chacune de ces conditions, on va s'intéresser à une caractéristique, F. Mettons la moyenne du rythme cardiaque. On a 4 valeurs pour un sujet et une tâche, qui vont être la valeur en repos, avant contrôle, donc repos avant stress, valeur de contrôle et valeur de stress. Donc dans ces 4 valeurs, on cherche à isoler un peu la part du stress dans toutes les variations de notre caractéristique. Qu'est-ce qui est dû au stress? Qu'est-ce qui est dû à autre chose? Si on fait par exemple la différence entre la valeur en situation de stress et la valeur en situation de repos, on a l'effet de la tâche stressante. C'est intéressant, le fait qu'on ait une valeur non nulle, ça permet de montrer que la caractéristique F, par exemple le rythme cardiaque, moyenne du rythme cardiaque, est réactive en situation de stress. Quand la personne sera en situation de stress, on va avoir une valeur plus élevée qu'au repos. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on pourrait avoir de l'activité là-dedans. Pour arriver à distinguer nos conditions de stress et nos conditions de contrôle, on a besoin que notre caractéristique F montre des différences entre la condition contrôle et la condition stress. Si on mesure un peu cette différence, on a l'effet de la contrainte liée au stresseur, par exemple, entre l'action de parler et l'action de parler devant un public. Si K est nul ou non nul, on peut dire que F est sensible au stress, mais au stress en tant que tel et pas à l'activité. Sauf que dans ma variable K, je n'ai pas tenu compte de ma baseline. Sachant que nos 2 sessions ont été effectuées sur 2 jours différents, il est intéressant de refaire le même calcul en retranchant à chaque fois la valeur de ligne de base. J'ai appelé cette variable pression, et on veut aussi bien que ma variable contrainte que cette variable soit non nulle pour montrer que notre caractéristique est sensible au stress. On peut s'amuser encore avec nos données et faire la différence entre la condition contrôle et le repos avant le contrôle. Et là, on a une mesure directe de l'effet de l'activité sur notre caractéristique F. Par exemple, entre un discours sans stress et du repos, on va avoir l'effet du discours sans stress. Et en faisant la différence entre nos 2 baselines, on a l'effet du contexte, tout simplement 2 jours différents. Ces 2 valeurs-là, on veut qu'elles soient nulles. Plus elles sont nulles, plus on peut dire que notre caractéristique F, en plus d'être sensible au stress, elle est spécifique au stress parce qu'elle réagit à rien d'autre, idéalement. Ok. Donc, à l'échelle de nos 2 tâches et de nos 20 sujets, on aimerait bien des valeurs non nulles pour l'effet de la tâche
non nul pour l'effet du stresseur, et nul pour l'effet de l'activité de l'environnement. Pour ça, on va chercher à mesurer l'absence ou la présence d'un effet dans nos valeurs à l'aide de tests de localisation. Donc, à partir de mes 32 caractéristiques, je vais extraire mes 5 indicateurs et je vais leur faire à chacun le test d'errance signée. Test d'errance signée, si je fais un test bilatéral, je mesure une présence d'effet. Est-ce que ma valeur est nulle ou non nulle? Et il y a une version un peu modifiée du test bilatéral qui s'appelle le test d'équivalence, qui permet, lui, de dire si notre valeur elle est significativement nulle ou pas. À partir de ces deux tests, je peux faire des critères de sélection sur mes caractéristiques. À partir de la p-valeur, la taille des faits, je ne rentre pas dans les détails, vous savez comment ça marche. Le tout étant que dans mes tests, donc sur mes 32 caractéristiques, j'en ai 25 réactives en situation de stress, donc qui montrent une réaction par rapport au repos. J'en ai que 4 qui sont sensibles au stress, c'est-à-dire qui sont sensibles au stress et pas juste à l'activité de parler. Et j'en ai aucune, 0, qui est spécifique au stress, c'est-à-dire qui ne montre aucune réaction en situation de discours, par exemple. Donc, tant pis pour les caractéristiques spécifiques, on va prendre les caractéristiques sensibles. Ces caractéristiques sensibles que j'ai pu sélectionner, c'est la moyenne du rythme cardiaque, l'écart type du rythme cardiaque sur une minute, la RMS des différences successives, ce qu'on aime bien appeler la variabilité cardiaque, et l'autocorrélation du signal respiratoire. Il faut savoir que ces 3 caractéristiques-là, telles que je les ai calculées moi, il y a eu plusieurs implémentations pour chaque, sont très rarement utilisées, voire sélectionnées dans la littérature, qui prend d'ailleurs trop rarement en compte les facteurs confondants. Ok, à partir de ces caractéristiques, je veux un détecteur de stress. Quelles sont les idées clés de mon détecteur? Je vais m'intéresser à 2 propriétés différentes. Il y a la performance, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la capacité à détecter le stress, le pourcent de bien classé. Mais ce n'est pas tout, parce que mon détecteur, je veux qu'il marche dans la vie réelle. Donc je veux qu'il soit robuste aux artefacts. La robustesse, pour moi, c'est la conservation des performances lorsque mes mesures sont bruitées. Et entre un capteur portable et un capteur de laboratoire, on n'a pas du tout la même qualité de mesure. Donc mon problème, c'est qu'un détecteur standard qui va par exemple montrer une augmentation du stress lorsque toutes les caractéristiques s'accordent pour une augmentation du stress, et lorsqu'une caractéristique commence à être bruitée, à dire n'importe quoi, il va se mettre à dire n'importe quoi. Ma solution pour augmenter la robustesse de mon détecteur, c'est d'utiliser seulement les caractéristiques que je dis disponibles pour détecter le stress, c'est-à-dire que si j'arrive à dire cette caractéristique est bruitée, je la supprime de mon modèle, sans nouvel apprentissage, j'arrive à une nouvelle sortie un peu plus stable que la précédente en se servant de celle qui marche bien. Pour ça, je vais construire un détecteur de stress par caractéristique. Donc, j'ai un indice simple de stress par caractéristique qui nous donne une espèce de niveau de certitude par rapport au stress, qui détecte le stress du point de vue de ma caractéristique. Donc, l'apprentissage est fait par deux régressions différentes. Je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il que chaque indice simple, chaque détecteur de stress du point de vue de chaque caractéristique va être fusionné dans un seul indice de stress, un indice multiple, qui va arriver à une sortie unique, typiquement la moyenne de nos indices. Et l'intérêt étant que si je me rends compte qu'une caractéristique est bruitée, je la supprime de mon modèle, et sans nouvel apprentissage, je calcule juste, je recalcule la sortie de mon modèle à partir des nouvelles entrées. Ok, donc comment il marche un peu mon modèle? Est-ce qu'il a de bonnes performances, de mauvaises performances? Pour ça, je vais utiliser donc, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, de la validation croisée. Mais je vais utiliser une validation croisée particulièrement dure, restrictive, conservative. C'est-à-dire que je vais chercher à mesurer mes performances sur une tâche et un sujet parfaitement inconnus de mon détecteur. Donc je vais supprimer une des 2 tâches de ma base de données. Je vais apprendre sur l'autre tâche et sur tous les sujets sauf un. Donc ma base de validation, c'est une tâche, un sujet. Et j'apprends sur tout le reste. Je fais tourner ma base de validation dans ma base totale et j'arrive à un protocole de validation croisée que j'appelle LOSOTO pour Leave One Subject and One Task Out. Voilà. À partir de ce protocole de validation croisée, je peux comparer les performances de mon indice de stress, donc mon modèle, avec des modèles classiques, régression logistique, réseau de neurones. Oui, 5 minutes, parfait. Régression logistique, réseau de neurones, avec différents paramètres, enfin
nombre de paramètres. J'arrive à des performances d'à peu près 75% pour mon modèle, ce qui est comparable à l'état de l'art, hein, quand on contrôle l'activisé. C'est supérieur à d'autres modèles boîte blanche comme la régression logistique, mais c'est moins bon, évidemment, que l'arme nucléaire, le réseau de neurones. Sachant que ici, là, avec mon réseau de neurones, avec rien qu'une unité dans la couche cachée, un perceptron tout simple, j'ai quand même des performances très honorables, de 80% qui sont supérieures à mon modèle. Alors je pourrais dire, bah, game over, hein, mon modèle je ne le prends pas, je prends le réseau de neurones. Sauf que non, ce n'est pas la performance qui m'intéresse, moi c'est la robustesse. On va voir ce que ça donne niveau robustesse. Donc mon test de robustesse, c'est juste je prends une caractéristique, et au lieu de prendre les données de ma base, je vais lui introduire du bruit. Je vais tirer une valeur au pif dans l'intervalle de variation naturelle de ma caractéristique. Donc j'introduis beaucoup d'aléatoires. Et pour chaque caractéristique bruitée, je bruite une caractéristique après l'autre. J'évalue la performance de 3 détecteurs. Le réseau de neurones est une unité. Mon indice de stress, que je dis entier, c'est-à-dire où je vais inclure tout le monde, y compris la caractéristique bruitée. Et mon indice de stress partiel, où je vais retirer la caractéristique bruitée. On va voir ce qu'il en sort. Au niveau des résultats, donc on a ici un grand graphe. Ici, les caractéristiques bruitées, la caractéristique bruitée. Lorsque tout le monde est bruité, on est à 50%. Lorsque aucune caractéristique n'est bruitée, on est au résultat de tout à l'heure. Pour savoir ma robustesse au bruit, je vais prendre mes performances de tout à l'heure, là, et je vais tracer un trait sur les performances de mon indice de stress, et je vais regarder comment ça évolue lorsqu'on bruite chaque caractéristique. On voit que dans 3 cas de bruit sur 4, mon indice de stress, qui est lorsque mon indice partiel, hein, donc lorsque je retire la caractéristique bruitée, dans 3 cas de bruit sur 4, il conserve ses performances à plus ou moins 2%. Il fait mieux que le réseau de neurones aussi dans 3 cas de bruit sur 4, sauf lorsqu'on bruite celle-ci, là, qui a l'air de ne pas servir à grand-chose, de caractéristique. Et, je ne m'étends pas plus sur les résultats, puisqu'on n'a pas trop de temps en tous les cas. Pour ce qui est des résumés des contributions, on peut dire que ma sélection de caractéristiques, elle mesure l'influence des facteurs confondants, ce qui n'avait jamais été fait dans la littérature. Le problème, c'est que c'est une sélection monocaractéristique. On ne peut pas mesurer l'interaction des caractéristiques entre elles. Ma mesure des performances, pareil, hein, on prend en compte les facteurs confondants. La validation croisée est particulièrement dure pour mon modèle. Mais on n'a pas assez de diversité dans les tâches expérimentales. On n'a pu en sélectionner que 2 qui faisaient vraiment répondre la personne au stress. Mon détecteur de stress, il y a des performances comparables avec l'état de l'art, ce qui est sympa, mais il est moins efficace qu'un réseau de neurones. Par contre, il est plus robuste. Hein, et c'est ce qu'on cherchait à la base. Après, robustesse en laboratoire, encore faut-il tester mon modèle en vie réelle. Pour ces perspectives de recherche, on pourra en parler plus tard peut-être, mais il faudrait étendre le répertoire des caractéristiques sensibles au stress, parce que 4, c'est pas beaucoup. Il faudrait améliorer la robustesse du modèle avec de l'information de contexte, et on peut éventuellement s'intéresser un peu plus au fait que le stress physiologique, il est polymorphe, hein, il va peut-être dépendre beaucoup plus de la tâche du sujet, et peut-être distinguer la notion d'effort et la notion de déstress, le bon stress, le mauvais stress. Évidemment, tout ça, c'est des choses à creuser. Je vous remercie pour votre attention.